Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois de l'année 2022, parce qu'après une émission, l'émission précédente où je te fais part de mon bilan 2021 et de mes objectifs 2022, aujourd'hui je vais te donner une prédiction pour cette année qui s'avère incontestable. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne podcast, tu peux t'abonner, tu peux liker dans tous les cas, tu peux t'abonner pour recevoir une émission pertinente à forte valeur ajoutée pour cette nouvelle année 2022 qui s'annonce pleine de rebondissements. En tout cas, ça va être passionnant, notamment vis-à-vis de ce que je vais parler aujourd'hui. Donc, on va discuter d'un sujet très important. Alors, c'est une prédiction incontestable, j'ai noté comme titre, alors on pourrait utiliser tous les synonymes de incontestable, une prédiction irréfutable pour 2022, ça marche aussi. Donc je voulais faire une émission comme l'année dernière également en début d'année, c'est-à-dire que j'avais donné mes prédictions, j'en avais donné 5, c'était mes 5 prédictions pour l'année 2021, et pour le coup j'ai eu 5 sur 5. Alors je tiens à le mentionner, hein, c'est pas juste comme ça, et dans tous les cas le passé ne préjuge pas de l'avenir, mais je suis plutôt très content de moi vis-à-vis de ce que j'avais donné dans l'émission l'année dernière, car ça a bien réussi. Alors ça m'a très bien réussi, parce que évidemment en toute logique je suis ce que je dis, et si je suis convaincu de quelque chose, je fais en sorte de trouver les solutions par rapport à ma vision, et sans même parler de vision, de mes analyses, parce que vision, on peut avoir chacun sa vision, mais analyse, au bout d'un moment, on peut pas dire le contraire. Donc, j'allais enregistrer de nouveau cette émission en faisant un top 5, et je me suis dit, bon, au final, c'est pas trop pertinent, parce que j'allais aborder les mêmes sujets. Et en plus d'aborder les mêmes sujets, j'allais dire plus ou moins la même chose, parce qu'entre 2021 et 2022, pas grand chose qui a changé. À la rigueur, empiré, oui, on peut le dire, mais j'ai plutôt choisi de prendre un des sujets que j'avais abordé l'année dernière, le plus important pour moi, et surtout celui qui s'est le plus aggravé, et d'en parler plus longuement. Donc, alors, je vais prendre mes notes. Donc, globalement, le sujet abordé, je l'ai déjà abordé plusieurs fois, et tous les 5 sujets, 5 notions que je t'avais exposées la dernière fois, ça s'imbrique. On va dire que tout s'entremêle autour de ce sujet principal qui est l'inflation. Ou hyperinflation. Alors c'est drôle parce que l'année dernière, je parlais d'hyperinflation. L'année venait à peine de commencer, hein, ça faisait quelques jours en 2021. Et il y en avait quelques-uns qui m'étaient tombés dessus sur le terme d'hyperinflation. Alors il y a des définitions qui sont différentes, il y a des définitions qui sont données vis-à-vis d'un pourcentage exact. Mais maintenant, tout le monde utilise ce terme. Alors tu l'as peut-être vu passer ces derniers jours, ces dernières semaines. J'avais beaucoup, même moi le premier sur Instagram, j'ai partagé quelques graphiques qui étaient fort sympathiques, enfin, si je puis dire. Et c'est quand même, alors, si tu es pas du tout dans le bain, si je puis dire, si tu n'es pas du tout dans ce monde d'investissement, finance, économie, tu l'as peut-être pas vu passer. Mais après, globalement, les personnes qui écoutent cette émission, il y a quand même un gros noyau dur de personnes qui écoutent toutes les semaines l'émission. Donc tu m'as forcément déjà entendu parler, et tu as peut-être déjà vu des analyses par-ci par-là, ou des graphiques, ou des chiffres, hein, peu importe. Donc tout le monde en parle, et surtout ce terme d'hyperinflation qui était si galvaudé il y a un an, maintenant il est beaucoup plus repris, surtout avec la confirmation de celle-ci, et des prix notamment qui explosent. Alors je fais cette émission vraiment dans l'optique de... euh, pour sauver une âme égarée sur cette émission. On va dire que ouais, si tu as un investisseur chevronné et que tu maîtrises vraiment bien les fonctionnements structurels de l'économie et de la finance, bon, tu vas peut-être apprendre une ou deux choses, j'en conviens, probablement, j'espère. Par contre, si tu es plutôt débutant, et si tu penses encore à devoir apprendre beaucoup de choses dans ton cheminement d'investisseur, ou d'économie, ou si tout simplement tu es très jeune, euh, où tu veux être meilleur dans tes gestions de tes finances personnelles, ça devrait t'impacter lourdement. Donc voilà, si avec cette émission, j'ouvre les yeux à ne serait-ce qu'une seule personne, c'est gagné. Parce que le sujet est grave, vraiment. Là, je plaisante plus. C'est aussi passionnant que désolant. Alors, ce qui se passe, on ne peut pas y faire grand-chose à l'échelle de l'individu, personne, à moins d'être dans une élite de l'élite. Mais en tout cas, si on ne peut pas faire grand-chose, la solution, c'est peut-être d'essayer d'en profiter.
Alors on peut en profiter certes, et c'est un des objectifs de cette émission, de ce que je vais expliquer, mais soyons clairs, pour une personne qui va savoir en profiter de cette inflation, de cette hyperinflation, tu vas peut-être, de l'autre côté, tu as 1000 personnes qui vont en subir directement les conséquences, et ce de manière abjecte. Donc c'est pour ça que je dis, si au final il n'y a qu'une seule personne, une âme égarée qui pourra en profiter, ou qui ne maîtrise pas du tout ces notions, ou qui sait plus ou moins définir ce que c'est, mais qui ne sait pas comment comment c'est impacté en termes d'économie, de finances et d'investissement, ça sera mission réussie. D'ailleurs, cette émission, on pourrait la nommer tout simplement comment profiter de l'inflation, et à quel point les choses peuvent s'empirer, et comment, à l'inverse, des gens peuvent en profiter de plus en plus. Donc, on va pas essayer de répondre à des questions de combien de temps ça va durer, à quel niveau ça peut atteindre. C'est pas vraiment le problème, et puis même si on peut y répondre, ça me fait une belle jambe. Donc déjà, c'est quoi l'inflation, très rapidement? Ça peut être traduit par deux choses simples. C'est la perte de valeur de ton argent fiduciaire, donc fiduciaire, le fiat, tes euros, le dollar, et de l'autre côté, l'augmentation des prix. Alors, c'est la même chose en fait. Forcément, si tes euros perdent de la valeur, forcément, il en faut plus pour un objet, un produit, un service que tu souhaiterais acheter. C'est tout à fait logique. Donc, c'est, par exemple, j'ai regardé quelques chiffres, mais pour te donner deux exemples, vraiment pris au hasard, dans les années 50, après la guerre, voilà, une baguette de pain, ça pouvait être 5 centimes, aujourd'hui, c'est 1 euro. Une maison, dans les années 50, c'était 10 000 euros, aujourd'hui, c'est 300, 400 000 euros. Évidemment, ça dépend de la ville, de où c'en est, mais pour t'expliquer ce que c'est l'inflation sur le long terme. Sur le court terme, tu peux voir des chiffres, tu sens plus ou moins l'impact, mais à long terme, à l'échelle vraiment d'une vie, ça se voit. Hein. Tu peux demander à tes grands-parents, tes parents et toi-même, tu vas voir que c'est complètement différent. Je t'invite à regarder des chiffres, ça va être très très parlant. Donc évidemment, cette définition, c'est très grossier, hein, donc les spécialistes pointilleux, il y a quelques précisions à faire, mais globalement, c'est ça, c'est la perte de valeur de ton argent et l'augmentation des prix. Alors, je vais te donner quelques chiffres, pour le coup très récents, de cette année 2021, pour vraiment que tu comprennes à quel point on est arrivé. Alors, petite précision, je vais donner des chiffres des US en dollars, car c'est la monnaie qui sert d'échange au niveau mondial. Donc, ça impacte tout le monde, ça impacte tout le monde, quel que soit ce que tu consommes, et de toute manière, au niveau européen, la logique est la même en termes de banque centrale. Donc, l'inflation, par son essence, c'est pas non plus le mal absolu, hein, c'est pas le diable, c'est-à-dire qu'une petite inflation est nécessaire, parce que dans le modèle économique actuel, ça va inciter les gens à consommer, à investir, à acheter une maison, vraiment à se créer un patrimoine et à consommer. Donc ça soutient l'économie. Une petite inflation, 1, 2, 3%, c'est tout à fait OK, et globalement, c'est ce que cherchent à mettre en place les banques centrales, avec les différents systèmes, les différents outils qu'ils possèdent, d'impression monétaire ou non, de modification des taux, enfin bref, on va pas rentrer dans le détail. Et donc, premier chiffre que je voulais te donner, donc la Fed, la Banque Centrale Américaine, a imprimé en 2021 7 000 milliards de dollars, ce qui correspond à 222 000 dollars par seconde. Tu fais 222 000 dollars par seconde, fois 60 secondes, fois, tu calcules, tu fais déjà sur une journée, c'est mirobolant, et tu le ramènes, tu fais 3 fois 365, et tu arrives à 7 000 milliards imprimés en 2021. Donc, j'avais déjà donné un chiffre l'année dernière sur l'émission similaire, où j'avais dit que en début 2021, il y avait 20% des dollars en circulation qui avaient été imprimés en 2020, c'est post-Covid. Alors là, globalement, ce qui se passe, c'est cette impression monétaire qui, directement pour le coup, implique cette hyperinflation. C'est surtout dû au Covid, hein, de l'arrêt économique, pour soutenir les entreprises, et de soutenir forcément indirectement le particulier. Donc il y avait 20% en début 2021 de l'ensemble de tous les dollars à l'échelle planétaire qui avaient été imprimés juste en 2020. C'était énorme. Aujourd'hui, avec ces 7 000 milliards imprimés en 2021, donc début 2022,
On en est à entre 40-50%. On a littéralement la moitié, c'est énormissime, la moitié des dollars en circulation sur la planète à l'échelle historique, hein, depuis des centaines d'années et depuis globalement 150 ans avec l'hégémonie américaine. 50% des dollars ont été imprimés depuis un petit peu moins de 2 ans, dans l'espace de 20 mois environ. C'est énormissime. Donc les États-Unis ont donné un chiffre officiel sur l'inflation. Ça dépend d'ailleurs des médias ou de ceux qui reprennent les chiffres, mais c'est entre 5 et 7% officiellement. Officiellement, justement, c'est le terme, c'est-à-dire que probablement c'est beaucoup plus. C'est-à-dire qu'officieusement, on peut être à 10% d'inflation. On parle des États-Unis, 10%, et de l'Europe, globalement tout l'Occident. Parce qu'on a des cas particuliers encore, comme tous les ans, de pays qui sont partis en hyperinflation, mais une vraie hyperinflation, comme la Turquie, sa monnaie a été complètement démolie. Et donc avec des chiffres officiels qui donnent ça, on peut s'attendre effectivement en vrai à avoir 10% d'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire 10% d'inflation? C'est que tu as perdu 10% de ton pouvoir d'achat en un an. C'est-à-dire qu'en 5 ans, admettons, si tu as de l'épargne ou qu'elle soit importante ou non, tes euros, c'est pareil, euro-dollar, ont été divisés par 2. Si tu as 10% d'inflation, environ, hein, on va pas faire les calculs, 10% d'inflation pendant 5 années de suite, ton épargne a été divisée par 2. Alors tu le vois pas, parce qu'évidemment, je sais pas, si tu as 50 000 euros sur ton compte, tu as toujours 50 000 euros, hein, ils vont pas passer à 25 000. Mais ce que tu peux acheter 5 ans après dans ce scénario-là, c'est l'équivalent de ce que tu aurais pu acheter avec 25 000 euros aujourd'hui. Donc tu as vraiment tes euros qui ont été divisés par 2. Donc c'est énorme. Et voilà, l'hyperinflation, ça a été démontré. Maintenant, on le sait, on va dire que globalement, on est en plein dedans. Donc les plus pauvres, et ça statistiquement c'est vrai, les plus pauvres épargnent. Les plus pauvres épargnent beaucoup. Ils mettent de côté, ils thésaurisent, parce que pour eux c'est rassurant, et c'est comme ça qu'il faut faire, parce que aussi ils n'ont pas forcément le savoir et la connaissance de ce qu'il faut faire véritablement, et c'est ce que je vais donner comme solution. Donc les plus pauvres épargnent. Et inversement, les plus riches, eux, n'épargnent pas. Ils achètent des actifs. Alors je dis pauvre et riche, c'est pas du tout condescendant, hein, c'est la réalité. Moins tu en as, plus tu as tendance à épargner le peu que tu as. Et inversement, plus tu sais comment ça fonctionne, plus tu as de la richesse, plus tu vas acheter des actifs réels qui, eux, par contre, vont augmenter et vont profiter de l'inflation. Je vais te donner des exemples, je vais te donner des solutions avec grand plaisir. Donc, je vais te parler, alors ça, un petit cas particulier. Ça fait rigoler parce que quand on dit à chaque crise ou à chaque type de Black Swan, type Covid, on dit que les riches s'enrichissent, que les riches deviennent de plus en plus riches et que ils vont prendre indirectement une part. C'est comme ça que la plupart des gens le voient, ils vont prendre une part de marché sur, c'est pas vraiment un marché, mais ils vont prendre aux plus pauvres, parce que quand on réfléchit comme ça, on se dit que si les riches s'enrichissent, il faut bien prendre l'argent quelque part. Alors oui et non, alors même plutôt non, parce que si on réfléchit un tant soit peu, et qu'on sait comment en fait véritablement on s'enrichit, on va très vite comprendre que c'est pas exactement comme ça que les riches s'enrichissent dans une période comme celle qu'on connaît. Alors que encore plus les ultra riches. Donc effectivement, les riches se sont enrichis, mais ils n'ont rien fait en plus. Ils n'ont pas fait quelque chose de magique, ou ils n'ont pas pris dans la poche des plus pauvres, ils ne sont pas allés se servir sur un compte en banque, ils n'ont pas fait potentiellement plus de business que d'habitude, ils ont même potentiellement rien fait, ils sont restés sur leur canapé. Alors pourquoi je dis ça? Je veux vraiment que tu le comprennes, c'est qu'ils n'ont pas d'un coup pris dans les poches des autres, c'est juste qu'ils ont des actifs qui augmentent avec l'inflation, qui profitent d'un système comme celui-ci. C'est-à-dire qu'ils se sont enrichis, certes, mais sans rien faire. Et d'un côté, donc tu as des gens avec de l'immobilier, des actions, des actifs physiques,
peu importe, je te donnerai des exemples, mais qui prennent de la valeur. Et de l'autre côté, ce que je viens de dire il y a quelques secondes minutes, tu as des gens qui ont des billets en banque, des billets, même des vrais billets d'ailleurs, dans un portefeuille, et qui perdent, en reprenant le chiffre qu'on a donné tout à l'heure, 10%. 10%, ça perd 10% de valeur parce qu'on a eu 10% d'inflation. Donc oui, forcément, les riches se sont enrichis, c'est logique. D'un côté, tu as la team, on perd 10% parce qu'on a mis de l'argent de côté, et de l'autre côté, tu as la team, bah, on n'a pas 1 euro ou 1 dollar en poche, en compte, c'est une façon de parler, hein, et moi le premier, mais voilà, 95% du patrimoine, c'est sur des actifs qui prennent de la valeur. Donc évidemment que l'écart se creuse, mais c'est pas en ayant fait, c'est structurellement que l'écart se creuse. Donc c'est souvent aussi pour ça que y a des profils d'investisseurs, souvent âgés, qui ont des biens immobiliers par exemple, et qui sont vides. Et ça, j'ai eu la question il y a pas longtemps, et qui me disent des biens immobiliers qui sont vides depuis des années. La première chose qui vient à l'esprit, mais c'est pourquoi pourquoi ce genre de personnes, et il y en a quand même pas mal, laissent des lots vacants, des biens immobiliers vacants, qu'il ferait mieux de vendre. Parce qu'ils ne touchent pas de loyer, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de rente immobilière. Alors oui, justement, parce que la logique veut, c'est vraiment très très important, hein, j'aimerais que tu te concentres, c'est que le cash récupéré, potentiellement sur une vente d'un bien, a moins de valeur que le bien immobilier qui lui continue à prendre de la valeur. Certes, vide, ça produit pas de revenus, on ne va pas revenir dessus, mais encore plus en période inflationniste comme maintenant, ça prend tellement de valeur en peu de temps, en quelques mois, en 6 mois, en 12 mois, en 18 mois, qu'il vaut mieux garder un bien vide, même quitte, voilà, bah, évidemment, à payer la taxe foncière, que le revendre. Parce qu'après, on va faire quoi? Enfin, on va se retrouver avec un paquet de cash qui, non seulement, lui, va pas prendre de la valeur dans le temps, mais va diminuer, va drastiquement diminuer. Donc c'est vraiment un exemple, mais on pense pas forcément à ça logiquement, parce que c'est vrai, c'est pas du tout logique, si on réfléchit brut de fonderie comme ça. Donc ça vient de m'arriver en plus sans le vouloir. Je crois que je t'avais donné l'exemple dans l'émission précédente d'un bien qui a traîné parce qu'il y avait un mineur dans la succession. Enfin bref, c'est passé devant le juge des tutelles et qu'il y a eu un refus. Bref. Et ça va faire plus d'1 an que j'avais fait une offre qui avait été acceptée, donc c'était en cours. Et en 1 an, le bien a pris entre 20 et 25%. Sans rien faire. Sans rien faire. Il n'a pas bougé. Personne n'a fait de travaux. Le bien n'a pas bougé. Il n'y a pas eu quelque chose d'exceptionnel dans le quartier. Donc, ça montre bien que l'immobilier profite de l'inflation. Et que voilà, pour le coup, c'est une anecdote personnelle et qui, j'en profite indirectement, alors que je ne suis même pas encore propriétaire de ce bien. Donc, débarrasse-toi au maximum du fiduciaire. Je l'ai déjà dit, mais là, c'est vraiment, je rentre dans les détails en fait. Mais débarrasse-toi au maximum du fiduciaire. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Si on est sur un potentiel 10% annuel, ou un petit peu moins officiellement, chaque mois qui passe, en fait, tu perds environ un petit peu moins d'1% tous les mois de ton pouvoir d'achat. Sans t'en rendre compte, encore une fois, hein, 1 euro égale 1 euro sur ton compte. Hein. Mais dans la réalité, pas du tout. Donc, ce que je te conseille, c'est d'acheter tout ce que tu peux de tangible. Alors évidemment, ça sera un tout petit peu moins liquide que du fiduciaire. C'est pour ça que c'était inventé le fiduciaire, hein, sinon on serait toujours au troc. C'est le seul avantage d'ailleurs du fiduciaire, c'est que c'est facile, c'est pratique, c'est liquide. Et facile à échanger, parce on s'est tous mis d'accord sur des bouts de papier qui n'ont aucune valeur. Et donc, sur le principe, c'est ultra simple. C'est ultra simple. Tu achètes tout et n'importe quoi qui peut se durer. Hein. C'est sûr que si tu m'achètes des yaourts, ils vont pas finir le mois. Mais si tu achètes n'importe quoi, qui a un tant soit peu de valeur, d'ailleurs que ce soit consommable ou pas, ça sera déjà une meilleure solution, une meilleure stratégie. Stratégiquement parlant, c'est mieux de faire ça que n'importe quoi. Donc, il y a cette fameuse citation, c'est même plus une citation, c'est une toute petite expression très courte de Ray Dalio,
qui dit que cash is trash. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que le fiduciaire, le cash, c'est de la merde. C'est-à-dire que ça sert très bien, c'est très utile le cash pour payer tes factures. Ça sert qu'à ça le cash. Ça sert à être facilement utilisable. C'est tout. C'est pas fait pour être mis de côté. C'est pas du tout fait pour préparer ta retraite ou je ne sais quoi. Alors, il fut une époque, il y avait une rémunération de l'épargne sur le fameux El Famoso, le livret A, mais c'est plus du tout le cas. Et c'est là que la notion d'ailleurs de richesse ou de valorisation de patrimoine de richesse est somme toute relative quand on entend des chiffres mirobolants. On va prendre un exemple, mais Elon Musk par exemple, quand on dit oui, il est devenu l'homme le plus riche du monde, tant de milliards, et ça a doublé en espace de 2 ans. Mais en mettant les points sur les i, il y a le millionnaire ou le milliardaire et l'image du millionnaire milliardaire que les gens ont. Et c'est une remarque que j'ai déjà eue une fois, plus ou moins désobligeante, d'une personne qui me dit oui, mais si tu te dis millionnaire, montre-moi ton compte en banque, montre-moi où il est ton million. Mais en fait, tu vois très bien que la personne n'a rien compris. Un mec qui a 1 million, bon, admettons, je pense que c'est assez rare d'avoir 1 million sur son compte quand même, mais il perd de l'argent, le gars. Et le mec, s'il est vraiment devenu millionnaire ou milliardaire, c'est justement pas en le laissant sur un compte, c'est en investissant. C'est le fameux Invest and Go Broke de Grant Cardone, c'est-à-dire que dès que tu fais 1 euro, que ce soit par le salariat, par le business ou que sais-je, ou même déjà par des investissements, tu le réinvestis pour que tu aies 0 en fait sur ton compte en banque. Faut que tu aies comme objectif qu'à la fin de l'année, ton livret A te donne peut-être moins de 10 euros 10 euros de rendement, vu que bon, là il va passer à 1%, mais à 0,5%. Il faut vraiment que tu aies systématiquement quasiment le moins possible. Il faut conseil normalement de gestionnaire, de conseiller en gestion de patrimoine, il faut que tu aies ce qu'il faut pour tenir 6 mois à 12 mois pour payer ton loyer, tes factures et ta bourse, encore plus si tu as des enfants et une famille, enfin bref. Mais ça sert qu'à ça, le fiduciaire, ça sert qu'à ça. Et pour revenir à ce que je disais tout au début, à l'échelle d'une vie, en 70 ans, le dollar, il a perdu 90% de sa valeur. 90%. Parce qu'on en parle là, des actions ou des cryptos qui perdent 90% après éclatement d'une bulle, mais qui reprend en fait de suite derrière, enfin si elle disparaît pas, mais qui reprend potentiellement, qui fait beaucoup plus quelques années après. Par contre, le fiduciaire, il remonte jamais. Le fiduciaire, c'est la seule chose qui, quand ça descend, ça remonte jamais. Et donc, pour donner d'autres datas, je t'ai cité la Turquie tout à l'heure. La Turquie, là, clairement, elle sombre dans le chaos. Et ce qui est pertinent de voir, c'est que le Bitcoin a eu un succès retentissant, proportionnellement à l'inflation. Alors c'était déjà le cas dans tous les pays où ça a connu une inflation. Le Venezuela, il y a quelques mois, quelques années. C'est une des solutions possibles. C'est-à-dire que le Bitcoin se prémunit de l'inflation. C'est-à-dire que ça a été potentiellement même créé pour. C'est fait pour combattre ça. C'est fait pour combattre l'appauvrissement de la population. Clairement, l'inflation, puisque ça a un nombre limité. Alors, il n'y a pas que ça, il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu dans le système même de la blockchain du Bitcoin, mais rien que ça, on ne peut pas sortir la planche à billets et imprimer à outrance. Et le Bitcoin, on l'appelle souvent aussi l'or digital. L'or, c'est un peu la même logique. Alors, on le compare très souvent, or, Bitcoin, à la fois dans le comportement spéculatif et aussi structurellement. C'est-à-dire que l'or, normalement, sauf qu'on retrouve quelquefois quelques gisements par-ci par-là, c'est limité. Il y a un nombre limité, on peut pas. Et puis même si c'est pas exactement limité à un nombre près comme le Bitcoin, on peut pas décider comme ça, on peut pas claquer des doigts et sortir je ne sais quoi pour créer de l'or. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on sait tous que l'or, c'est le placement préféré du bon père de famille. On sait tous que c'est sur une échelle très très longue, ok. Mais c'est pas pour rien que quand même que ça sécurise un portefeuille, ça sécurise un patrimoine, et que même en temps de crise, encore une fois, on conseille d'augmenter juste avant, quand on voit que ça arrive, parce qu'après c'est un petit peu trop tard, d'augmenter dans son portefeuille la part d'or, de métaux précieux qu'on a dans son portefeuille. Donc, or, Bitcoin, évidemment que c'est une solution. Et évidemment que si on regarde les prix
en 2 ans qui ont augmenté de temps à cause de l'inflation et du coup que ton pouvoir d'achat et que tes euros ont perdu de la valeur. Dans l'autre sens, le Bitcoin, lui, a pris énormément de valeur. On va revenir sur le sujet de l'immobilier d'ailleurs. Parce que l'immobilier, j'aimerais le préciser, dans une période inflationniste, ce qui est très intéressant, c'est que, première chose qui vient à l'esprit à ce moment-là, c'est que c'est la valeur du bien qui augmente. Je t'ai donné l'exemple tout à l'heure, effectivement, la valeur du bien augmente. Mais il y a aussi les loyers qui augmentent. Alors, moins rapidement, parce que justement, le pouvoir d'achat, lui, normalement, les salaires, eux, normalement, ne suivent pas l'inflation, d'où la perte du pouvoir d'achat. Mais les salaires augmentent quand même. Le SMIC en France augmente un petit peu. Normalement, tu as une augmentation. Enfin, on ne peut pas baisser ton salaire drastiquement comme ça. À l'échelle, enfin, si on fait une moyenne, un médian, effectivement, ça augmente. Donc, les loyers augmentent. Donc, c'est un double effet qui se coule. C'est-à-dire que ton patrimoine, ton bien immobilier va prendre de la valeur et les loyers vont augmenter. Tu vas pouvoir augmenter tes loyers. Alors, ça ne se fait pas à la semaine ou au mois, ça se fait sur des années. Sur un bail de 3 ans, tu vas pouvoir augmenter derrière. Forcément, sur une échelle de 10, 20, 30 ans, les loyers vont drastiquement augmenter. Donc c'est un double effet qui se coule, et je dirais même, alors je vais pas en parler très longuement, mais la dette. La dette ici, très important. C'est même le triple effet qui se coule avec l'immobilier, parce que faire un crédit aujourd'hui, sur de l'argent en hyperinflation, c'est potentiellement, jour après jour, voir sa dette se réduire, parce que le cash perd de la valeur, donc proportionnellement, vis-à-vis du futur argent que tu vas recevoir, année 2, année 3, qui en plus va augmenter avec les loyers que tu vas percevoir, faire un crédit, enfin s'endetter, aujourd'hui, dans une période comme ça, c'est la meilleure des idées. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, sera plus du tout la même. Ce que tu dois à la banque n'aura plus du tout la même valeur, sera drastiquement baissé. Donc ça sera beaucoup plus facile à rembourser et ça représentera beaucoup moins que aujourd'hui vis-à-vis de la situation aujourd'hui. Donc la dette, c'est aussi le triple effet qui se coule de l'immobilier. Le bien augmente, les loyers augmentent et ta dette perd de sa valeur. Donc c'est vraiment aussi une des solutions, c'est l'immobilier et de s'endetter. Alors je le conseille pas, c'est un peu drastique, mais même s'endetter pour acheter tout et n'importe quoi, alors tout n'importe quoi, comme je viens de le dire, c'est quand même des actifs qui ont une certaine valeur, ça va être du bitcoin, de l'or, de l'immobilier et plein d'autres investissements plus ou moins exotiques. Mais dans un sens, si on prend cette logique-là, c'est pas con du tout. Parce que l'argent, c'est ce que je viens de dire, la dette d'aujourd'hui, enfin l'argent du futur, la situation du futur, ça sera beaucoup plus facile et moins impactant de rembourser la dette que tu auras eu des années et des années avant. Donc, et des actifs réels, il y en a plein. Il y en a plein. J'ai déjà fait plusieurs émissions sur des sujets qui me passionnent et qui sont plus ou moins intéressants en termes de retour sur investissement direct, mais voilà, j'ai envie de te dire que n'importe quelle bouteille de vin, de whisky ou de machin chose, le truc va structurellement prendre de la valeur. Par l'économie, par le pouvoir d'achat, par la demande, par l'inflation. C'est-à-dire que le seul détail, encore une fois, on va dire avantage, disons-le, du cash, c'est qu'ici, c'est pas dispo de suite, forcément. Hein. C'est pour ça qu'on l'a inventé. C'est l'histoire de la monnaie, du monétaire. On a amené du cash. C'est effectivement, avec une bouteille, c'est moins liquide, sans jeu de mots. Mais on parle ici de fonds nécessaires, je te le rappelle. Hein. C'est-à-dire que la seule utilité du fiduciaire, c'est d'acheter des choses pour vivre et de payer les factures. Voilà. Tout le reste, vaut mieux avoir un patrimoine fait uniquement de bouteilles de vin, à la limite, ou de bouteilles de ce que tu veux, parce que à la fin de l'année, il faut aussi réfléchir que le mec qui fait la bouteille de vin, la bouteille ou la bouteille de n'importe quoi, hein, bouteille de whisky, lui aussi il subit l'inflation. Il subit l'inflation de tout. Il subit l'inflation de la main-d'œuvre, de la matière première, du verre, de la supply chain, du transporteur. Donc forcément aussi la bouteille va prendre de la valeur. Donc il vaut mieux avoir un patrimoine d'actifs réels et avoir zéro en banque, se débarrasser au maximum de son fiduciaire et basta. Il faut dépenser en actifs quoi qu'il arrive. Cash is trash et on n'en parle plus. Et si j'ai aidé une seule personne ici, ce sera déjà génial. Donc j'espère vraiment que cette émission t'aura aidé. J'y suis vraiment allé sans rien préparer hormis mes chiffres. Et c'est vraiment ce que je te dis, c'est ce que je fais. Hein.
systématiquement. Alors, on ne peut pas avoir 100% de réussite, on ne peut pas avoir 100%, avoir 100% du temps raison, mais pour le coup, là, c'est incontestable. C'est-à-dire que c'est irréfutable, comme je l'ai dit au tout début, ça sera une bonne conclusion. On peut pas me dire le contraire, et on ne peut pas me dire que les solutions que je donne, que je partage ici, sont mauvaises. C'est-à-dire que qui quelqu'un me démontre que c'est une meilleure idée de garder du cash actuellement en 2022, avec ce qu'on est en train de connaître, et on sait pas quand ça va finir, et on sait pas à quel point ça va monter, parce que si c'est la même en 2022 et en 2023, alors je souhaite que ça dure que encore 1 an ou 2 ans pour sortir de cette marasme, ça m'étonnerait, parce qu'après, il y a les conséquences, et il y a les conséquences des conséquences, et ça ne fait que s'empirer. Et il va falloir trouver des solutions. Donc, mais les riches s'enrichissent pas parce qu'ils vont prendre dans la poche des pauvres. C'est le système qui veut ça. Et celui qui a compris ça, euh, tu vas avoir en fait ton patrimoine qui va faire x2 tous les ans sans rien faire. Je t'invite quand même à faire les choses stratégiquement et intelligemment pour faire grossir ton patrimoine dans tous les cas, à commencer par de l'immobilier et par d'autres choses et de bien diversifier. Mais si tu as compris ça et si ça t'évite de perdre de l'argent et de mettre ta famille à l'abri, fais-le. Et fais-le même si tu penses que ça fait bizarre d'avoir zéro sur ton compte en banque, juste de quoi payer les factures. Donc voilà, je ne vais pas insister. Je te dis à très vite pour une prochaine émission. Ciao.